sommaire de ce 19h30, ce 30 octobre consacre la commémoration du 6e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Mais si cette date est historique sur le plan politique, elle rappelle toutefois un souvenir douloureux pour les parents des victimes et des blessés. À la cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs tenue ce matin, ils crient à l'oubli. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, élections présidentielles et législatives. Demain s'ouvrent les campagnes électorales. À la veille de cet exercice, eh bien, le président de la CENI s'est adressé aux différentes parties. Il appelle notamment à des élections apaisées. Vous entendrez un extrait de son message dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais en titre. Demain s'ouvre la campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives du 22 novembre prochain. Eh bien, à la veille de cette étape très importante du processus électoral, le président de la Commission nationale électorale indépendante s'est adressé aux chefs des partis, à leurs militants et à tous les Burkinabés. Il appelle notamment à des élections apaisées. On écoute un extrait de son message s'il est prêt. Voilà, nous n'avons pas le message, nous venons de l'avoir. Vous aurez un extrait au cours de ce journal tout à l'heure. Restez sur la télévision BF1 et continuons ce journal en parlant toujours d'élections. Un appel à des élections apaisées qui n'est pas du tout à l'ordre du jour du côté de la Côte d'Ivoire où le processus électoral, vous le savez, a été émaillé de nombreuses violences avec mort d'hommes. Le vote, c'est pour demain. La campagne s'est achevée hier dans un climat plutôt très moyen. On regarde. En Côte d'Ivoire, sur les 4 candidats retenus par le Conseil constitutionnel, seuls 2 ont fait campagne. Le président sortant Alassane Ouattara et le candidat indépendant Konan Kwadjo-Bertin ont été sur le terrain pour convaincre les électeurs. Mais la timidité sans précédent de cette campagne a frappé les observateurs. Il s'agit d'une campagne électorale atypique en Côte d'Ivoire. Ça, on l'a bien constaté. On a vu très bien plus tôt, je dirais, on a plutôt observé des activités des pré-campagnes qui, comme vous savez, sont interdites par la loi, plutôt que des activités de campagne. C'était une campagne très terne. On n'a pas vu vraiment une énormité d'activités de campagne comme ça se passe tout le temps. Après, vous savez, ça ne revient pas à la mission de décider pour quelles raisons, quelles sont les stratégies des candidats et pour quelles raisons on décidé ou pas de faire la campagne. Ce n'est pas à nous de décider leur stratégie. Bien décidés à ne pas se présenter, les chefs de file de l'opposition Pascal Affiane-Guessant et Henri Konan-Bédié ont prôné le boycott des élections et appelé à la désobéissance civile. Le gouvernement souhaite pour sa part assurer la tenue du scrutin. Quelques 35 000 membres des forces de l'ordre seront mobilisés pour sécuriser les bureaux de vote le dimanche 31 octobre. La campagne électorale s'est achevée ce 29 octobre. Drôle de campagne électorale, sans véritable démonstration de force politique. Konan Kwadjo-Bertin a clôturé sa campagne à Koumassi, dans le sud d'Abidjan, tandis qu'Alassane Ouattara, lui, a rassemblé ses électeurs à Abobo, le fief du RHDP, dans la capitale économique. Les électeurs sont attendus dès 8 h ce 31 octobre dans les bureaux de vote. Yannick Djangoun, Abidjan, Afrique. Et pour être complet sur ce sujet, sachez que déjà aujourd'hui, à la veille du vote de demain, il y a eu plusieurs cas de violence dans plusieurs villes. Des bulletins de vote ont été incendiés, des bureaux de vote ont été également saccagés à la veille de l'élection présidentielle de demain. Eh bien, la situation se tend et se cristallise davantage du côté d'Abidjan et de la Côte d'Ivoire. Demain, nous vous ferons un point complet sur la situation. Retour au Burkina Faso et toute autre chose. Cela fait 6 ans, eh bien, ce 30 octobre 2020, qu'un soulèvement populaire a balayé le régime de Blaise Compaoré et fait entrer le Burkina Faso dans une nouvelle ère de son histoire politique et sociale. Une insurrection menée au prix de plusieurs vies humaines et de blessés qui portent encore les stigmates de ces heures chaudes. Des victimes et parents de martyrs qui ont aujourd'hui le sentiment d'avoir été abandonnés à leur sort. Ils l'ont signifié ce matin en marge d'une cérémonie de commémoration du 6e anniversaire des événements d'octobre 2014. Le compte rendu, Rémi Lambert-Nébier. La présence du chef du gouvernement et de quelques ministres pour signifier l'importance accordée par l'État burkinabé
à ce devoir de mémoire pour les martyrs des événements des 30 et 31 octobre 2014. C'est aussi le moment de leur dire que la nation tout entière est reconnaissante du sacrifice suprême qu'ils ont consenti pour une cause juste. C'est également le lieu de renouveler le réconfort du président du Faso, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, et le gouvernement envers les familles endeuillées, mais aussi envers ceux qui portent les stigmates de cette lutte. C'est pourquoi je voudrais, au nom du président du Faso, saluer la mémoire des disparus et souhaiter meilleure santé aux blessés. À nous qui sommes encore sur le front de la lutte, ce lieu doit nous rappeler que nous avons encore des combats et des victoires à remporter. Nous devons donc travailler à l'édification d'un état de droit démocratique, objectif final du combat mené par nos frères et nos sœurs tombés en octobre 2014 et en septembre 2015. Un devoir de reconnaissance accompli selon le gouvernement. Mais pour les blessés et ayant droit des victimes, il faut bien plus. 6 ans après, ils disent ressentir de plus en plus un sentiment d'ingratitude de la part de la nation. Le fait qu'on ait payé le lourd prix, que certains meurent et que nous sommes malades et vivants et témoins de tout ce qui s'est passé, j'estime que quand même, nous ne devons pas prendre tout ce qui arrange pécuniairement certaines personnes, mais qu'on voit l'essentiel. Peut-être parce que le président de la République lui-même, il n'a pas la bonne information qu'on lui donne, parce qu'il a confié les dossiers à des gens qui non seulement jouent contre lui. La gestion du dossier par la ministre en charge de la solidarité nationale est particulièrement critiquée. Elle a mal géré nos dossiers, mais je pense que nous allons aller là-bas, prendre nos dossiers, aller remettre à Roch-Marc Kaboré, qui l'avait recommandé de faire le travail. Une partie de nos enfants dort à la maison et partent à l'école. Et on vient pour célébrer leur 6e anniversaire. Je ne trouve pas ça juste. Chacun doit faire son travail. Mais elle laisse nos enfants qui dorment à la maison, qui ne vont pas à l'école, par faute de paiement des frais de scolarité. Et après ça, elle va dans la rue ramasser des milliers d'enfants pour les aider. Ça, les enfants de Martine ne sont pas des enfants. Outre les blessés de l'insurrection populaire, 19 autres blessés suite au coup d'État manqué de septembre 2015 sont toujours dans l'attente de soins selon leur association. À cela s'ajoute la question de l'indemnisation des victimes de ces 2 événements qui n'a pas encore connu de suite favorable. Lui a quitté les siens il y a 3 ans et comme le dit l'adage, le docteur Bernard Lédéa Ouédraogo aura vécu très utilement, surtout pour les populations de la province de Yatenga. Et au moment de commémorer le 3e anniversaire de son décès, elles se sont souvenues des nombreuses actions qu'il a menées en faveur du développement local et dont l'impact et l'héritage sont aujourd'hui plus que jamais visibles au sein de toutes les couches sociales de la province. Stéphanie Hien. 3 années après sa disparition, Bernard Lédéa Ouédraogo demeure gravé dans les mémoires ici à Waïgua. Ses proches lui rendent hommage. Prières et témoignages ont marqué cette cérémonie. Bernard Lédéa Ouédraogo est ingénieur, ancien maire de Waïgua, député à l'Assemblée nationale et homme politique engagé dans les questions de développement. Une vie au service des autres que ses proches souhaitent perpétuer. Et je suis très fier de dire que la Fédération nationale de développement d'An fait partie des 10 premières organisations en termes de contribution financière pour le développement du Burkina. Annuellement, nous contribuons à peu près 4 milliards de francs CFA dans les œuvres de développement. Parmi les œuvres de Lédéa figure une unité d'appui et de promotion du genre et un centre de formation. 2 structures qui sont le reflet de son engagement communautaire. On a également une unité de production, une savonnerie, une unité de tissage. Il y a une unité qui est en train de naître. On va produire également du couscous de pommes de terre. Et ça sera une première au Burkina. Bernard Lédéa Ouédraogo était également un homme engagé pour l'environnement. À Namisigima, un bosquet a été érigé en son honneur. Sa famille y a planté un tamarinier. Lédéa Bernard Ouédraogo a été un prophète de son temps dans la question des problèmes de l'environnement. C'est toujours
une sorte de pèlerinage dans ses pensées, dans ses actions. Bernard Lédia Ouedraogo nous a appris des techniques agricoles afin de lutter contre la faim et la désertification. C'est pourquoi j'ai planté ces arbres en sa mémoire. Ce 3e anniversaire commémoratif se termine par le dépôt de gerbes sur la tombe du docteur Bernard Lédia Ouedraogo. Changement de cap dans ce journal, c'était en août 2018. Le gouvernement et la CGC lançaient l'ambitieux projet de la cité de la diaspora, des centaines de logements à construire sur un site de la commune de Koubri pour des Burkinabés vivant à l'extérieur. 2 ans après, la question, c'est où en est le projet? Le ministre de la Construction et celui de l'administration territoriale se sont rendus sur le chantier. Leur constat, Alexis Belemnaba. La cité dédiée à la diaspora burkinabé est en plein chantier dans la commune de Koubri. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, en visite sur le chantier de cette cité, dit satisfait de l'avancement des travaux. J'avoue que je suis interloqué, pour ne pas dire que je suis agréablement surpris. Parce que j'étais là avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, au lancement des travaux. Et comme c'est un peu loin, c'est pas très loin de la route, mais on ne voit pas très bien, on ne savait pas qu'il y avait un travail titanesque, un travail positif qui est en train de s'opérer ici. Que ce soit au niveau des F3, que ce soit au niveau des F4, que ce soit au niveau des F5. Et surtout, quand on regarde à l'intérieur, l'achèvement des travaux, c'est ça qui nous donne effectivement donc, à croire que nous n'avons pas eu tort donc, de créer cette cité-là pour la diaspora. Prévu pour être réalisé en 3 phases, la première phase de la construction de la cité de la diaspora connaît déjà un taux d'exécution d'environ 70%. La cité est prévue pour être réalisée en plusieurs phases. La première phase que nous sommes en train de réaliser, c'est une phase de 200 logements. 200 logements dont actuellement 153 logements sont sur pied et à un taux d'exécution un peu moins de 70%. Donc les premières clés seront remises dès la fin du mois de novembre. Pour le moment, nous n'avons pas encore de difficultés au point de relever que c'est des difficultés qui entravent le projet. Le projet, il se déroule comme nous l'avons prévu au départ. Il n'y a pas de souci pour le moment. Pour le directeur commercial et marketing du centre de gestion de la cité, la demande est forte et promet d'honorer l'engagement de la CGC. Depuis le lancement donc, de la cité en août 2018, nous avons entamé ce qu'on appelle la pré-commercialisation. Nous avons fait le tour de quelques pays. Nous avons rencontré nos compatriotes vivant à l'extérieur sur plusieurs sites. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons même plus de 200 souscripteurs que nous avons à notre niveau. Alors donc, autant dire que nous avons même une liste d'attente. Mais comme le projet est prévu pour être continué et sur une autre phase, donc nous avons bon espoir en tout cas de pouvoir satisfaire tout le monde. Sinon, on n'a pas un problème aujourd'hui de commercialisation de ces logements. Plus de 1000 logements sont attendus sur cette cité. En plus de ces logements, il est prévu la réalisation d'infrastructures sociales telles que des écoles, des centres de santé et des espaces verts. Un accent particulier est aussi mis sur les réseaux de connexion d'eau et d'électricité. Direction maintenant les Cascades où le ministère de l'Eau a tenu une rencontre avec les acteurs de ce secteur vital. Un atelier d'échange d'informations sur les grands axes du programme d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans cette région, surtout au Justin Dabiré. Cette rencontre marque le début des échanges entrant dans le cadre de l'exécution du programme d'approvisionnement en eau et assainissement. Ce programme est prévu s'exécuter dans 4 domaines de résultats, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain pour une durée de 5 ans. Il vise l'approvisionnement en eau potable et de services d'assainissement propices à portée de tous les ménages. Il vise à permettre à peu près à 2 500 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable et à des services d'assainissement corrects. Donc, et dans un deuxième temps, améliorer la connaissance des ressources en eau du Burkina Faso, notamment les ressources en eau souterraines. Donc, nous voulons, au terme
terme de ce programme, que le Burkina Faso ait une idée assez précise de ses ressources en eau souterraine pour une meilleure planification de sa gestion. Cela se traduira par la mise en œuvre d'infrastructures améliorées tenant compte des préoccupations des couches les plus vulnérables. Nous allons réaliser à peu près 1100 forages, 135 000 latrines familiales, à peu près 90 addictions d'eau potable. Nous allons en réhabiliter 60. Et en milieu urbain, nous allons réaliser près de 87 000 branchements. Donc avec tous les investissements qui vont avec. La région des Cascades est confrontée à un faible taux d'accès en eau potable et assainissement en dépit d'une forte pluviométrie dans la région. Pour le directeur régional de l'eau et de l'assainissement des Cascades, ce programme est d'un apport substantiel pour la région. Le programme est d'un grand soutien, n'est-ce pas, pour la région, dans le sens de l'atteinte de l'objectif, n'est-ce pas, que le ministère est prescrit accès universel à l'eau potable, n'est-ce pas, et à l'assainissement de l'eau. Donc, il s'agit d'une forte contribution, en tout cas, et pour lequel on se réjouit. Donc, dans ce sens, il y a pas mal d'ouvrages qui sont en cours de réalisation, même d'ailleurs. Financé à 82% par la Banque mondiale, ce programme quinquennal estimé à environ 197 milliards 830 millions de francs CFA vise à terme garantir l'accès à une source d'eau potable à plus de 1,1 million de personnes, l'accès à des infrastructures d'assainissement améliorées à plus de 1,35 million de personnes, ainsi que l'accès à des informations fiables sur les ressources en eau. Environ 650 millions de francs CFA, c'est le coût du projet Production et Transformation pour une résilience économique des femmes et des jeunes dans la région du Centre-Est, initié par l'ONG Trias. Il a été lancé en début de semaine et il vise notamment à redynamiser les chaînes de valeur telles que le sésame, le soja et certains produits forestiers non ligneux. Majid Bakouan. Dans l'optique de promouvoir l'entrepreneuriat inclusif et durable dans la région du Centre-Est, l'ONG belge Trias, en collaboration avec Ricolto, lance ici à Tenkodogo le projet Production et Transformation pour une résilience économique des femmes et des jeunes. Un projet financé par l'Agence belge de développement Enabel qui vise à redynamiser des chaînes de valeur qui sont le sésame, le soja et certains produits forestiers non ligneux. Enabel passe par des partenaires de mise en œuvre à travers des conventions de subsides pour mettre en œuvre certaines actions et qu'elle juge que ces partenaires ont une plus grande valeur ajoutée en termes d'intervention, en termes de réseautage, en termes d'acteurs sur le terrain. Et c'est dans ce cadre-là que Enabel a initié un processus depuis septembre 2019 et qui a abouti justement à la mise en œuvre de ce projet avec le consortium Trias Ricolto et un certain nombre de partenaires de ces deux structures. D'une durée de 3 ans, ce projet devra accompagner les entreprises agricoles de la région du Centre-Est à travers des produits compétitifs, de quoi réjouir les bénéficiaires. En tout cas, nous sommes très heureux pour ce projet qui va venir en tout cas renforcer notre structuration et surtout aussi nous aider dans la commercialisation pour le marché de l'essai. Donc c'est le lieu pour moi de féliciter dans un premier temps les membres du consortium de ce projet pour la qualité, pour la pertinence des activités qui ont été proposées. Et je voudrais également, tout en félicitant les bénéficiaires, à savoir les jeunes et les femmes, s'encourager à s'impliquer activement pour une mise en œuvre réussie de ce projet-là. Selon la représentante d'Enabel, ce projet devrait également faciliter l'écoulement des produits forestiers non ligneux sur le marché international. Son coût est estimé à un peu plus de 650 millions de francs CFA. Pour l'association Sougré Nomade de Nagréongo, l'heure est à l'indépendance financière. Elle se prend en charge après 23 années d'assistanat et de financement de l'ONG Hunger Project. Une autonomisation est bien célébrée ce mercredi. Stéphanie Hien y était. Ce protocole d'accord marque officiellement l'autonomie de l'association Sougré Nomade. Pendant 23 ans, elle a bénéficié de l'appui financier de The Hunger Project. Plus de 2 décennies plus tard, elle a grandi et peut désormais prendre son indépendance pour voler d'elle-même. La célébration de l'autonomie d'un épicentre
C'est pour simplement marquer d'une manière officielle et exprimer à l'endroit des partenaires qu'à partir de cet instant, de cet événement, les communautés gèrent elles-mêmes les réalisations que nous avons faites ensemble. Nous nous désengageons sur le plan financier, mais que sur tous les autres plans, nous restons partenaires. La promotion de la femme fait partie des missions de l'association Sugrinoma. À cet effet, les femmes ont exposé leur savoir-faire. Sugrinoma a acquis de l'expérience de la gestion et prête à fonctionner en comptant sur ses propres moyens. Dans le domaine agricole, par exemple, nous avons appris plusieurs techniques. L'association fera de son mieux pour que ce partenariat ne soit pas vain. Les femmes sont satisfaites de ce partenariat. Elles ont réussi à se réaliser grâce aux différentes activités. Depuis que nous épargnons, nous investissons dans l'élevage. Si nous étions à pied, aujourd'hui, nous avons des motos pour nous déplacer facilement. L'association compte aujourd'hui 600 personnes. Elle a en sa possession une école maternelle, une banque de céréales et une savonnerie. Je vous le disais en début du journal, à la veille du début des campagnes présidentielles et législatives pour les élections du 22 novembre prochain, eh bien, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est adressé aux chefs des partis politiques, aux militants et même à tous les Burkinabés. Newton Ahmed Barry appelle notamment à des élections apaisées. On écoute un extrait de son message. Chers compatriotes, à présent, je voudrais m'adresser spécifiquement aux candidats, ceux qui briguent la fonction du président du Faso et ceux qui aspirent à être députés à l'Assemblée nationale. Je voudrais, au nom de la CENI, vous adresser mes vives félicitations pour avoir réussi la validation de vos candidatures, d'abord au niveau de la CENI et ensuite devant le Conseil constitutionnel. Cette étape franchie, vous allez aborder dans quelques heures l'étape de la campagne politique. Permettez-moi de vous rappeler quelques dispositions de la loi qui encadrent la campagne politique. Article 68 quater du Code électoral interdit l'utilisation des attributs, biens ou moyens de l'État, comme ceux d'une personne morale publique, d'une institution ou d'un organisme public, notamment une société, un office, un projet de l'État et une institution internationale à des fins électoralistes. Article 71 du même code, il est formellement interdit à tout candidat ou militant de parti ou formation politique d'user de la diffamation, d'injures ou de tout acte de provocation pouvant entacher la moralité et la sérénité de la campagne électorale. Sur cette dernière disposition plus spécifiquement, nous devons veiller à maintenir le climat de sérénité, de concertation et de consensus national qui entoure ce processus depuis son début en juillet 2019. Il ne s'agit pas de se comparer au pire, mais de reconnaître et de nous féliciter du bon climat dans lequel, ensemble, nous sommes en train d'aller à ces élections générales. Que Dieu, dans sa miséricorde infinie, couvre de sa bienveillante protection cette campagne électorale. Que rien n'arrive à personne, ni aux candidats, ni aux observateurs, ni à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. À ce propos, justement, le comité de sécurisation de la campagne et des élections, sous l'autorité du président de la CENI, a rencontré les candidats et les partis politiques pour leur exposer le plan de sécurisation de la campagne qui commence au petit matin de ce 31 octobre. Dieu bénisse et couvre de sa protection
la campagne électorale qui commence. Dieu bénisse le Burkina Faso, notre chère patrie. Bonne campagne à tous. Voilà un message d'une vingtaine de minutes qui vous sera entièrement proposé dans la suite de nos programmes. En attendant la suite de ce journal, faire de l'administration publique burkinabé une administration numérique, c'est l'une des missions de l'ANPTIC, une mission pour laquelle elle a initié une rencontre annuelle technique des responsables des systèmes d'information de l'administration, dont la 3e édition a été lancée ce mardi à Bobo-Dioulasso. Seïdatou, Drabo, Kader, Kondé, Soutou et Justin Dabiré pour le compte rendu. Cette 3e rencontre technique des responsables des systèmes d'information de l'administration va permettre aux directeurs des services d'information d'exprimer leurs attentes vis-à-vis de l'Agence nationale de promotion des TIC ANPTIC et du ministère en charge du développement de l'économie numérique. Les attentes des DSI vont porter sur l'amélioration de la qualité des métiers du numérique et l'exploitation du potentiel des TIC pour la modernisation des services publics. Nous sommes dans un domaine qui évolue énormément. Et ce domaine évoluant, ça nécessite une mise à jour permanente des DSI afin donc qu'ils soient à la hauteur. Et à ce titre, les applications donc, qui ont été développées, nous nous sommes assurés que c'est la technologie phare de sécurité, tous les aspects de fiabilité. Nous allons donc former les DSI en la matière de sorte à ce que, voilà, comme je l'ai dit, ils soient responsabilisés, qu'ensemble, nous puissions donc œuvrer à cette administration électronique au Burkina. Les directeurs des services d'information seront, au cours de cette rencontre, formés aux différentes techniques de dématérialisation des procédures administratives. Alors, il y a un certain nombre de procédures administratives donc, qui ont été dématérialisées et nous voulons entamer une seconde phase de cette dématérialisation-là et responsabiliser donc les différents DSI de sorte à ce que ce soient eux-mêmes les acteurs de cette dématérialisation. Nous allons les former, nous allons leur donner toute la technicité possible de sorte à ce que ce soit eux-mêmes qui dématérialisent donc leurs procédures au sein de leur ministère. Mais bien sûr, en se faisant accompagner. Pour Lucie Ouedraogo, ce cadre d'échange leur permettra de mieux s'accorder avec la structure technique qui est l'ANPTIC sur tout ce qui est application pour booster une transformation digitale dans leurs administrations. Et le cadre d'échange en fait, entre DSI nous permettra de mieux s'accorder avec la structure technique qui est l'ANPTIC sur tout ce qui est application, sur tout ce qui est infrastructure et tout ce qui nous permettra vraiment de booster une transformation digitale dans nos administrations respectives. La transformation digitale de l'administration en marche, état des lieux, enjeux et perspectives, c'est sous ce thème que se tient cette 3e rencontre des DSI. L'ANPTIC et le ministère en charge du développement de l'économie numérique comptent sur la parfaite collaboration et la complémentarité des spécialistes des technologies de l'information et de la communication afin de faire de l'administration burkinabé une administration électronique. Et pour terminer ce journal, on va parler de formation. L'Institut de formation Colbert a effectué sa rentrée académique 2020-2021 le 27 octobre dernier. À ce premier jour de rentrée, élèves, étudiants et corps enseignants avaient tous le regard vers la même direction, c'est-à-dire faire de cette école un institut de formation de référence au Burkina Faso. Sandrine Zougouri. L'IFC, l'Institut de formation Colbert, effectue sa rentrée sous le signe de la discipline et du travail. Les élèves et les étudiants de cet institut de référence sont briefés afin qu'ils adhèrent tous à l'esprit de l'école. Ce qu'on peut retenir, c'est que le message est bien passé. Nous évoluons dans un cadre familial de solidarité de travail, ce qui fait de nous un institut par excellence partout au Burkina Faso. Chers frères et sœurs, soyons certains d'une chose. Ici à l'Institut de formation Colbert, vous recevrez les compétences, car celui qui a les compétences est un produit de prédilection dans le monde de l'emploi. Pour l'année académique 2020-2021, il faut s'attendre à une collaboration entre enseignants et apprenants dans la discipline.
les rassurer d'abord ils ont bien choisi leur institut, que les programmes d'enseignement seront déroulés dans la rigueur telle que prévue par le système LMD, et que donc les enseignants qui vont les accompagner sont de très bons enseignants, et que nous allons veiller à ce que tout se déroule normalement et qu'il n'y ait pas de retard dans le déroulement des programmes. La rentrée de l'IFC s'effectue dans un contexte de Covid-19. À ce niveau, les responsables de l'établissement ont doté chaque élève et étudiant en cache-nez et disposé des kits d'hygiène aux entrées des classes. Nous avons un corps professoral très expérimenté, issu, comme je l'ai dit, toujours du monde des entreprises, des missionnaires qui nous visitent de temps à autre, et aussi par des intervenants qui viennent d'un peu partout dans le monde. Alors, je crois que ce que nous avons comme programme permet aux étudiants de s'auto-affirmer dans ce qu'ils font et de croire en réalité au potentiel existant de l'Institut de formation Colbert. L'Institut de formation Colbert a vu passer des artistes et des miss en son sein. Ils étaient tous là à cette rentrée. Ils se sont associés au nouveau directeur académique surnommé ministre de la Joie pour souhaiter une bonne rentrée à tous les élèves et étudiants de l'IFC. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retenez que demain s'ouvrent les campagnes pour les élections présidentielles et législatives du 22 novembre prochain. Bonne chance donc à tous les candidats et surtout beaucoup de courage à nos confrères journalistes qui vont, ma foi, beaucoup primer. Au revoir et puis rendez-vous demain à 19h30.